Ici, dans cette pièce, on est dans le labo du blob. On étudie le comportement d'un organisme qui n'est pas un animal, qui n'est pas un végétal et qui n'est pas une plante. C'est un organisme un peu unique, malgré qu'il soit composé d'une seule cellule, et donc il n'a pas de système nerveux. Il est tout à fait capable de résoudre des problèmes que l'on peut juger complexes. Je prépare une expérience avec des ponts pour du coup une expérience de prise de décision. Je vais mettre un blob au milieu et ensuite on va voir de quel côté il se dirige. Ici, on a notre expérience vieillissement. On aimerait bien savoir son secret d'immortalité. Le blob, il peut faire plein de choses qu'on ne comprend pas toujours. Ces résultats, ils remettent en question la notion d'intelligence. Je suis Audrey Dussutour, je suis directrice de recherche au CNRS et je suis spécialiste du blob. Ce bureau, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. On a #blob, là on a une classe qui a fait des petits origamis un par un. Et ici on a un blob tricoté par une grand-mère. Le blob est rentré dans la culture pop, je crois. Donc là, c'est des expériences où on démontre que le blob est capable d'apprendre. Quand le blob rencontre un répulsif pour la première fois, il a énormément de difficultés à se déplacer sur le pont. Mais si on demande au blob de faire ça plusieurs fois, ce qu'on va voir au bout d'un certain temps, c'est que le blob arrive à se déplacer très rapidement sur le pont, même si c'est le même pont. Et là où le blob ne s'arrête pas là, bien sûr, c'est que comme il peut fusionner avec ses congénères, il peut transmettre cet apprentissage à un blob complètement naïf s'il fusionne avec lui. Ces résultats, ils remettent en question, bien sûr, la notion d'intelligence, mais aussi la notion d'apprentissage, puisque quand on voit la définition d'un apprentissage, on s'appuie souvent sur le système nerveux. Le blob, il nous démontre que finalement, on n'a pas besoin de système nerveux pour apprendre. Ici, on a notre expérience vieillissement. Donc ici, c'est des blobs qui ont différents âges. Donc ici, c'est notre plus vieux blob, il a 2 ans et demi quand même, ce qui est assez vieux pour un blob. Et on essaye de comprendre comment le blob arrive à rajeunir. Parce que le blob, au bout d'un certain temps, il démontre en fait des signes de vieillesse. Et là où c'est magique, c'est si on endort le blob et qu'on le ravive, il est tout jeune à nouveau. Donc il peut vivre finalement presque éternellement. Donc là, avec Antonin, on va faire une expérience de cafétéria. Donc on a plusieurs ingrédients à proposer au blob. C'est pour voir si le blob est capable de détecter les sources de nourriture qui sont optimales pour lui. On le fait 2 fois. Oui. Chaque blob a un petit peu son individualité. Ils sont tous différents les uns des autres. Et il y en a des plus rapides, il y en a qui sont, par exemple, qui ont des meilleures performances dans les prises de décision, il y en a qui arrivent à résoudre le labyrinthe plus ou moins bien. Et donc on choisit souvent le blob qui est adapté à l'expérience. Donc si on a envie d'avoir un résultat rapidement, on va prendre un blob comme Malu, qui se déplace très rapidement et surtout qui est très goulu. Malu, il triple de taille tous les jours. Donc là, on le coupe avec un tube. On va venir le prélever. Et après, on va le poser au centre de la cafétéria. Le blob, il n'a pas de taille limite. Il y a 2 records enregistrés. Le premier en 1989, c'était un blob qui faisait 5,5 mètres carrés. On a battu un autre record avec les participants du projet Élève ton blob, le projet avec Thomas Pesquet. J'avais distribué des blobs à 5000 établissements scolaires en France. J'avais distribué des clones du même blob. Ils sont tous revenus avec leurs clones et on les a mis les uns à côté des autres et on a formé une spirale de 53 mètres de long. Et donc on a battu le record de la plus longue cellule au monde. Hop. Donc là, on va mettre la cafétéria dans une étuve pour pouvoir filmer le comportement du blob. Alors la dernière expérience, c'est Antonin qui est corse et qui a voulu voir comment le blob arrivait à résoudre un problème de réseau d'autoroute en Corse. Et donc on peut voir les routes qu'a choisi le blob pour connecter les différentes villes corses. Alors cette expérience, elle montre que le blob optimise ses réseaux et donc va toujours faire des réseaux qui sont peu coûteux, efficaces. Et si on coupe une route, il pourra toujours prendre une route alternative. Le blob, à l'intérieur de sa cellule, il a un réseau veineux. Et ce réseau veineux, il est optimisé pour transporter les nutriments, les gaz dans cette cellule géante. Et ce qu'ont fait les scientifiques, c'est comparer ce réseau à des réseaux ferroviaires actuels. Et ils ont montré que cette cellule était capable d'optimiser mieux que nous, parce que finalement, c'est une cellule qui, depuis 1 milliard d'années, optimise son propre réseau de distribution. Par exemple, nous, ici à Toulouse, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Labsoft, qui cherche à optimiser les réseaux de télécommunications pour qu'ils soient moins producteurs de CO2. Et donc, on demande au blob des solutions. C'est drôle et cool.
d'étudier le blob, mais ça va aussi nous permettre de faire progresser énormément les connaissances. Alors, au niveau de la croix bleue, on voit le noyau, c'est un bébé blob. En réalité, le blob, il n'est pas comme nous, il n'y a pas de filles et de garçons, puisqu'il y a 720 types sexuels. Vous savez, comme nous, on a X et Y comme chromosomes, ben lui, il a 720 possibilités. Donc moi, personnellement, j'y trouve un intérêt parce que ça fait énormément progresser les connaissances, parce qu'il nous questionne, le blob. Il nous questionne sur ce qu'on connaissait des organismes vivants. Il nous démontre que finalement, on ne connaît rien, qu'il y a plein d'organismes dans nos forêts dont on n'a même pas conscience parce qu'ils sont unicellulaires. Or, la biomasse des unicellulaires, si on prend tous les organismes qui sont composés d'une seule cellule sur toute la surface de la Terre, c'est 32 fois la biomasse de tous les animaux, humains y compris. Et ben, ça nous donne un petit peu d'humilité aussi. Ces organismes sur lesquels on marche en forêt, ils ont quelque chose à dire. Et ce sont des organismes qui sont fondamentaux dans les écosystèmes, puisque les myxomycètes, donc la grande classe des blobs, ce sont des organismes qui mangent des bactéries et des champignons, donc c'est de la matière organique qui va être digérée, et ensuite ils vont excréter des minéraux dans le sol, issus de la digestion de cette matière organique, et ces minéraux ils vont être ensuite capturés par les plantes. Donc si un jour vous enlevez tous les myxomycètes d'une forêt, ben, vous n'aurez plus beaucoup de plantes. Donc c'est des organismes qui sont fondamentaux et pourtant peu étudiés.